Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. La chronique du groupe Fred Zeller avec Jean-Louis au micro de Radio Libre en Périgord, ce lundi 4 août 2025, anniversaire de l'abolition des privilèges, date importante s'il en est. Je voudrais commencer cette chronique avec un texte qui a été publié dans le club Mediapart, un article de Nathalie Théiot, qui est la présidente de la Ligue des droits de l'homme et qui a commis cet article extrêmement intéressant sur la question de la loi séparatisme, donc cette loi dont on a souvent parlé dans notre chronique. Et ce que dit Nathalie Théiot, écoutez, je vous en propose la lecture, ça me semble très intéressant. Le titre, c'est « Des associations sous contrôle, la démocratie en danger ». La loi du 1er juillet 1901, dit donc Nathalie Théiot, a posé les fondements d'une grande liberté érigée au rang constitutionnel en 1971, la liberté d'association. Or, il est frappant de constater que les instruments légaux de restriction de celle-ci se sont multipliés ces dernières années. Les associations sont le ciment social de la société et leur rôle de contre-pouvoir démocratique doit être affermi, non démantelé. Cet anniversaire est donc le moment d'évaluer la vigueur de cette liberté aujourd'hui, car si le Conseil constitutionnel a protégé le moment de la création d'une association des empiétements de l'administration, il n'a pas consacré, encore, les libertés associatives, entre guillemets. La Ligue des droits de l'homme en dénonce le principe. Le juge judiciaire devrait être le seul à pouvoir prononcer une telle peine avec des garanties appropriées en se fondant non sur de vagues suspicions portées par des notes blanches, non signées ni sourcées, des services de renseignement, mais sur des faits tangibles et appréciés contradictoirement, correspondant à une incrimination claire et précise, contrairement aux amalgames de la loi de 2021 comme, citation, « les violences contre les biens ». Nathalie Théiot fait ici allusion à la possibilité d'une dissolution d'association par l'exécutif, donc dangereuse du fait notamment de l'absence de contrôle juridictionnel a priori, et donc ce qui élargit les motifs qui rendent possibles les décisions et la répression contre les associations jusqu'à l'arbitraire le plus total. Cette loi liberticide, donc la loi de 2021, a par ailleurs placé les associations sous surveillance étroite avec pour outil majeur le contrat d'engagement républicain, CER. Le but en était évidemment de casser leur poids politique, leur capacité à exercer un contre-pouvoir et de les museler. Les élections législatives de juin 2024 ont permis d'assurer la défaite de l'extrême droite, notamment grâce à une mobilisation intense de la société civile et singulièrement des syndicats et des associations, unis par exemple dans l'appel initié par la LDH, Ensemble contre l'extrême droite. Cette contribution, résolue au sursaut démocratique, peut surprendre rétrospectivement, quand on fait le constat du degré d'entrave aux libertés associatives qui prévaut aujourd'hui en France. C'est de fait, en dépit de nombreux obstacles, qu'une large part du mouvement associatif a pris une position politique contre un projet raciste, excluant, réactionnaire, pour réaffirmer que les droits sont les mêmes pour toutes et tous et exiger des institutions qu'elles mettent en œuvre des mesures de justice sociale. Il nous appartient collectivement de nous assurer qu'une telle mobilisation reste possible. À ceux qui voudraient l'oublier, le projet associatif est par nature politique puisqu'il se construit autour d'un collectif citoyen se dotant d'un objet spécifique distinct des institutions. Les règles imposées parfois pour le prêt d'une salle ou l'intégration dans une maison de la vie associative, au nom d'une prétendue neutralité, ou la valorisation insidieuse du caractère apolitique de certaines activités n'ont donc pas de sens. Ou plutôt elles ont un objectif unique, disciplinariser les associations, censurer leurs paroles au profit d'un soutien de la parole politique des élus au pouvoir.
Cela se conjugue au cantonnement des associations à un rôle de sous-traitante des missions d'intérêt général, avec parfois un financement lié à une logique de marché public, de mise en concurrence, à rebours du projet associatif. À cet égard, des structures associatives sont entrées parfois, malgré elles, dans une logique de prestation de services pour le compte de l'administration du fait de leur dépendance à la commande publique ou aux subventions pour venir en aide, accompagner, suppléer au recul des services publics. Elles en sont fragilisées car cette nouvelle donne de pression politique amène à une autocensure. Pourtant, les fonds publics qui sont attribués dans le cas de la redistribution nationale ou locale n'appartiennent pas aux agents ou élus qui sont chargés de décider de leur emploi, ou alors il n'est plus question que de clientélisme. Provenant de l'impôt, ils appartiennent à l'ensemble des citoyens, et le critère de leur orientation doit être le concours à l'intérêt général. Ce caractère est depuis plusieurs années régulièrement dénié par les forces réactionnaires jusqu'au Parlement en matière fiscale. Pourtant, il correspond aux activités d'une grande majorité des associations décrites comme politisées, puisque même dans la critique, elles visent à alerter sur les exigences du bien public. Elles sont donc essentielles tant à la vitalité du tissu social et de la solidarité qu'à la démocratie. Et les associations culturelles interrogent l'autre et donc notre commune humanité. Les suppressions de subventions démontrent une vision étriquée de la politique recentrée sur l'activité marchande. Cette logique de censure atteint évidemment les associations de défense de l'environnement, car la politique néolibérale démantèle le peu de protection déjà acquise, mais aussi les associations de défense des droits des migrants, au nom d'une politique en réalité xénophobe. La démocratie est particulièrement en danger lorsque des associations sont visées de façon discriminatoire à raison de la religion et de ses responsables et ou de ses membres, car le principe d'égalité de traitement devant la loi est au cœur de l'État de droit et de la devise républicaine. L'Observatoire des libertés associatives, partenaire de la LDH, documente ainsi ces ciblages particulièrement délétères. Et au-delà des associations, les défenseurs des droits humains peuvent être attaqués sans protection adéquate. On assiste à leur stigmatisation, le gouvernement taxant des associations environnementales d'éco-terroristes, ou la LDH de soutien au narcotrafic quand elle est en lutte pour les libertés. Or, ces attaques profitent à l'extrême droite car elles fragilisent la possibilité de promotion d'une société ouverte, solitaire et inclusive, et facilitant les agressions contre les associations et leurs membres, défendant les droits des personnes LGBTI+, des femmes, des juifs, asiatiques, musulmans ou des migrants. La mobilisation collective, sociale, associative alimente l'exigence démocratique et le contrôle citoyen. C'est ce qui fait si peur à ceux qui conçoivent la démocratie sur une base purement électorale, sans voir que la légitimité des institutions se réduit à mesure qu'elles imposent un contrôle social accru et qu'elles amenuisent la liberté d'expression dans des proportions inacceptables et jamais vues au cours des décennies passées. La loi simplification, qui vient d'être votée, montre le choix de déréguler les normes sociales ou environnementales imposées aux entreprises, de limiter leur contrôle à rebours de ce qui est promu pour les associations. La proposition de loi sur l'extension des pouvoirs du préfet va dans le même sens. Parallèlement, la suppression, au moins tentée comme pour le Césaire, de nombreux lieux de débat ou des instances de préparation de la discussion par des conseils éclairés démontre que le gouvernement continue à casser les contre-pouvoirs. Il veut enlever aussi la présence d'associations dans les centres de rétention administrative, CRA, ouvrant la porte à toutes sortes d'abus de droit, d'atteinte à la dignité ou même de violence, en l'absence de regard extérieur. Il est essentiel que la société civile organisée, les syndicats, les associations, participent à l'élaboration de la politique publique, que ce soit par l'intermédiaire d'institutions de la République, comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, dont la Commission européenne vient dans son rapport sur l'état de droit de déplorer la faiblesse des financements, ou le CESE, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental, ou directement par la consultation lors de l'élaboration des textes. Cela renforce la légitimité et l'acceptation des décisions publiques.
Les associations sont le ciment social de la société et leur rôle de contre-pouvoir démocratique doit être affermi et non démantelé au prix de la désaffection des citoyens pour la chose publique et de la réduction de l'espace civique. Les associations ne se laisseront pas faire, nous toutes, nous tous, nous ne laisserons pas faire. Et donc ce texte est signé de Nathalie Théot, je le rappelle, présidente de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'est une pièce importante dans l'organisation donc de la mobilisation contre la loi séparatisme. On a eu l'occasion d'en parler très souvent à ce micro. Alors, je voudrais maintenant en venir à la présentation du dernier numéro de l'Idée libre, cette revue dont j'ai souvent parlé à ce micro, et le numéro qui a été publié depuis maintenant déjà pratiquement un mois, est consacré à la Belgique, ce qui constitue la Belgique. Je vous en propose d'en lire l'édito et l'introduction, et puis un des articles qui permet de voir comment ce numéro de l'Idée libre développe cette question donc sur la Belgique. Donc ce numéro, dit Pierre-Yves Modicom qui en a écrit l'édito. Ce numéro nous conduit outre Kievin et propose un panorama des combats laïques et humanistes en Belgique. Sous la coordination de Michel Godichaud, les contributeurs, eux-mêmes engagés dans ces luttes, nous présentent les enjeux historiques et contemporains, tant au plan de la politique intérieure que du point de vue anticolonial. Cet aspect anti-impérialiste confère au dossier une pertinence qui va très au-delà du cas belge. La lutte contre le colonialisme est également au cœur de ce numéro de notre série sur le monde arabo-musulman. En cette année des 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, ce n'est pas une figure individuelle qui a retenu notre attention. Christian Eschen se penche en effet sur le décret de septembre 1907 relatif à l'application en Algérie de la loi de 1905, où l'on voit que l'administration coloniale s'était employée à vider la loi de sa substance émancipatrice. Impérialisme toujours. Les pages magazines nous conduisent au cœur du nationalisme suprémaciste américain, avec 2 articles sur les figures éminentes de la démagogie et du racisme. Un texte de Jean-Marc Chiappa sur la réélection de Donald Trump et un autre de Philippe Besson sur le gouverneur de Louisiane dans l'entre-deux-guerres. Huelong. Clément Denuy referme ses pages magazines par une présentation de la Heritage Foundation, qui est un think tank du nationalisme conservateur aux États-Unis. Après cette plongée dans les turpitudes du nationalisme chrétien, du sexisme et de l'autoritarisme, un contrepoint s'imposait. Les pages magazines s'achèvent donc par un remarquable article d'Hélène Hernandez, militante féministe libertaire, sur l'immense militante féministe libre-penseuse que fut Madeleine Pelletier. Ce numéro a été préparé conjointement avec Claude Singer dans le cadre de la transition annoncée dans le numéro 348. Je tiens ici, dit Pierre-Yves Modicom, à adresser mes remerciements à Claude, à la fois pour le travail considérable qu'il a accompli sur ce numéro et pour l'ensemble de son œuvre, selon la formule consacrée. Durant 25 ans, il aura mené la barque de l'Idée libre dans un contexte de changement des habitudes de lecture, de réalignement politique général et de grande confusion sur ce qu'est ou ce que n'est pas la laïcité. Fidèle en cela à la démarche de Lorulot, Claude a fait de l'Idée libre un point d'ancrage et un outil de formation et de réflexion. Son travail est une contribution importante à l'œuvre de clarification intellectuelle de la libre pensée durant ces années. Nous avons appris le décès de notre ami et camarade et contributrice Michel Singer durant la préparation de ce numéro que nous tenons à lui dédier. Nos pensées vont à ses proches, ses camarades, sa famille et bien sûr à Claude. Donc c'est l'édito de ce numéro de l'Idée libre donc, qui est titré sur ce qui constitue la Belgique. Pierre-Yves Modicom, donc, qui est le rédacteur en chef de la revue. Alors Michel Godichaud, qui a donc coordonné les différents articles de ce numéro de l'Idée libre, le présente ainsi. Ce qui constitue la Belgique. J'écris cet éditorial le 31 mars 2025, ça fait donc déjà plusieurs mois, jour où la Belgique est paralysée par la grève générale contre les mesures antisociales de la coalition gouvernementale du Premier ministre d'extrême droite, Bart de Weyer. Dans cette grève, il y a sans doute des croyants, des agnostiques et des athées. Tous y exercent leur libre pensée. Lorsque l'Idée libre avait en 2010 consacré un premier dossier à la Belgique, notre rédaction y avait trouvé un accueil amical sur un débat qui semblait cependant un peu figé sur l'histoire et les enjeux de la laïcité en France et en Belgique.
Un dialogue s'est développé. Le lecteur pourra constater qu'il prend aujourd'hui des dimensions nouvelles, puisant ses sources dans les origines, mais dirigé vers l'action. Au débat sempiternel, en France comme en Belgique, sur la constitutionnalisation de la laïcité, répond une investigation sur les problèmes actuels auxquels est confrontée la liberté absolue de conscience dans le débat politique. Quid de l'Algérie? Quid du Congo? Quid de Léopold? Quels sont les Bonaparte et les Metternich d'aujourd'hui dans une Europe sommée de passer à une préparation à la guerre? Pourquoi le pape a-t-il pu provoquer à ce point lors de son voyage en Belgique, alors que les crimes de ces prêtres s'étalent désormais partout? Quelques-uns des auteurs de ce dossier apportent des réponses qui méritent une réelle attention. L'une d'elles est la Luciole du CLP-KVD, dont notre Association internationale de la libre pensée peut être fière. L'autre, la passion inextinguible de nos contributeurs pour la justice et la vérité. La lutte contre les génocides palestiniens est un critère moral décisif. Donc, Michel Godichaud. Alors, je voudrais vous donner lecture d'un article qui me semble tout à fait intéressant dans cette revue, qui est un entretien entre Michel Godichaud, justement, une rencontre avec Pierre Galland. Pierre Galland, humaniste, libre exaministe, tiers-mondiste et pacifiste, qui a été le fondateur, ou le cofondateur plus exactement, de l'ASBL Oxfam en Belgique et du Comité national d'action pour la paix et le développement. Il est professeur à l'Institut supérieur de culture ouvrière et à l'Université libre de Bruxelles en relations internationales. Sénateur, président du Centre d'action laïque, et il préside encore l'association belgo-palestinienne, la coordination des comités européens de soutien au peuple sahraoui et l'ASBL Laïcité et Humanisme en Afrique centrale. Voilà donc ses multiples occupations et responsabilités. Donc, mettre un terme au génocide contre le peuple palestinien. Michel Godichaud, pour l'Idée libre, demande à Pierre Galland. Les lecteurs de l'Idée libre vous connaissent comme un militant laïque qui fut naguère président du CAL. Certains peuvent aussi savoir que vous êtes un des fondateurs du tribunal Russell pour la Palestine. Pouvez-vous revenir sur les conditions de la création de cette instance en Belgique? Alors, j'ai parlé du CAL. Le CAL, c'est le Centre d'action laïque. Donc, Pierre Galland répond. Le tribunal Russell sur la Palestine est une initiative commune des comités pour la Palestine de France et de Belgique qui, sous la présidence de Stéphane Hessel, ont décidé en 2007 de tenir plusieurs réunions pour réaffirmer quels sont les droits fondamentaux du peuple palestinien. Nous avons été poussés à le faire parce que, déjà à l'époque, les juristes nous alertaient sur les dérives du gouvernement israélien et sa répression contre la population palestinienne, en particulier à Gaza. Dès le début de la première session du tribunal, les experts juridiques déclaraient que si Israël poursuivait dans la voie qu'il s'était tracée il y a plus de 10 ans déjà, nous risquions d'assister à un génocide. Ce génocide est arrivé. Or, le tribunal avait bien précisé ce qu'étaient les conditions pour ce génocide. Pour la petite histoire, parmi les avocats de l'Afrique du Sud qui sont allés à la Cour internationale de justice, il y avait des juristes membres du tribunal Russell sur la Palestine. Ils ont aidé l'Afrique du Sud à formaliser sa plainte contre Israël pour risque de génocide. Un risque qui est devenu un géocide. Et pire encore, fait unique dans l'histoire, un génocide pour lequel on a annoncé une trêve avant de recommencer. Plus atroce encore qu'avant. Le tribunal Russell avait réaffirmé les droits fondamentaux des Palestiniens. Cela n'a pas été pris en compte par Israël ni par les Nations Unies, alors que nous y avions déposé les conclusions du tribunal. Ce qui fut fait aussi au niveau de l'Europe où nous avons été reçus. Malgré cela, nous avons constaté un autisme permanent concernant la Palestine. On ne parvient pas à être entendu. Michel Godichaud, pour l'Idée libre, poursuit. On sait que Jean Ziegler, intellectuel suisse et combattant du droit des peuples, par ailleurs catholique assumé, a souffert d'une campagne de dénigrement liée à votre œuvre commune. Y a-t-il des phénomènes semblables en Belgique? Pierre Galland. Mais oui, mon ami Jean Ziegler a même été attaqué en justice et a subi un procès. Heureusement qu'il a pu vendre ses livres parce que sinon il aurait été en difficulté financière. Quant à moi, j'ai été attaqué à plusieurs reprises. La première fois, c'était par les paracommandos belges en 1967 lorsqu'ils ont sauté sur Kolwezi avec les parafrançais. À ce moment-là, nous avions dénoncé ces agressions contre le peuple congolais avec le Mouvement de la paix, le Comité national pour la paix et le développement.
Il y a eu de telles menaces sur moi que la gendarmerie belge a été amenée à me protéger pendant plusieurs semaines et à même protéger mes enfants en les conduisant à l'école. Deuxième illustration. À la veille des élections comme sénateur, j'ai été élu au début des années 2000. Un procès pour diffamation a été intenté par le lobby sioniste pour m'empêcher d'exercer ma fonction de sénateur et pour que je sois à tout moment mis sous pression. Chaque fois que mes accusateurs perdaient dans une procédure, ils introduisaient un recours. Ainsi, poursuivi pendant les 5 ans de mon mandat. Ensuite, lors de ma candidature comme président du Centre d'action laïque, le même lobby a tenté de m'opposer un candidat qui n'était pas aussi clair que moi sur la question israélo-palestinienne. Cela ne m'a pas empêché d'être élu avec 89% des suffrages. J'ai encore eu ce genre de problème lors de la lutte anti-missiles, les Cruise et Pershing qu'on voulait déployer en Hollande, en Belgique, en Allemagne et en Grande-Bretagne. On m'a accusé d'être payé par Moscou. J'ai demandé à quelques personnalités belges d'obédience politique différentes d'examiner les comptes du mouvement de la paix en Belgique. Ils ont attesté que nous n'étions pas payés par Moscou, que nos ressources venaient des cotisations et d'une subvention pour l'éducation dans un milieu jeune en Belgique. Pour l'idée libre, nouvelle question. L'occupation israélienne en Palestine et ses agressions contre le Liban et la Syrie ont atteint des sommets d'horreur à peine imaginables. L'entreprise génocidaire à Gaza a pourtant fait se rapprocher en France une extrême droite fascisante avec des personnages hier classés à gauche. La France a malheureusement déjà eu des expériences de ce type avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment analysez-vous ce phénomène qui n'est malheureusement pas proprement français ? Réponse de Pierre Galland. Malheureusement, c'est un phénomène que l'on constate non seulement en France et en Belgique, mais dans toute l'Europe. Je vous rappelle l'action menée contre Jeremy Corbyn, alors président du Labour, parti travailliste anglais, qui a été harcelé pour antisémitisme, au point d'être obligé de démissionner. Heureusement, aux dernières élections, il a été réélu dans sa circonscription avec une toute grande majorité. En Belgique, les milieux sionistes sont présents dans tous les partis politiques, à part l'extrême gauche. Dans le PS, dans le Parti libéral, dans le Parti chrétien. Ils sont empreints d'un occidentalisme mal placé. On est contre les Russes comme à l'époque de la guerre froide. Pour Israël, porte-avions de l'Occident dans la région du Proche-Orient. Cela traverse l'ensemble des partis avec des connotations plus fortes à droite. Concernant la Palestine, le génocide, la guerre au Liban, en Syrie, en Libye, il est clair qu'il y a une omerta qui empêche une partie de la gauche d'exercer le libre examen, le libre arbitre. Nouvelle question d'idée libre. Face à ce que nous considérons tous comme le drame majeur de ce début de XXIe siècle, un puissant mouvement du Brésil à l'Afrique du Sud et de l'Irlande à la Suède, manifeste une aspiration concrète à la résistance contre ce qui apparaît comme une tâche morale qui hypothèque l'avenir de la lutte contre la barbarie. N'est-ce pas là au moins une raison d'espérer et de combattre ? Pierre Galland. Dans les milieux de la société civile en général, syndicats, ONG, milieux des droits humains, milieux de la culture, il y a aujourd'hui un sentiment commun de ce qui est juste et doit être défendu. Un génocide, c'est clairement un crime contre l'humanité qui est aussi grave qu'un crime d'apartheid, qu'un crime de persécution. Soit ces 3 crimes sont commis aujourd'hui à l'encontre des peuples de cette région-là, plus particulièrement à l'égard des Palestiniens, car il s'agit pour Israël de poursuivre et de terminer la Nakba commencée dès 1948. Nous devons nous rendre compte que toute l'Europe est malade, prisonnière d'une vision dictée par la haute finance, par des milieux qui ont tout intérêt à relancer la guerre froide et même la guerre chaude, à relancer l'économie par l'industrie de l'armement. Dans ce cadre, la question palestinienne est centrale. Il nous appartient de pouvoir dénoncer clairement ce qu'il se passe. C'est ce qu'ont fait Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH, les grandes ONG comme Oxfam. Tous appellent l'ONU à déclarer clairement qu'il s'agit d'un génocide. C'est important pour les actions qui en découlent et notamment dénoncer les responsabilités collectives des Occidentaux soutenant Israël dans une entreprise génocidaire. On a pu le faire quand il s'agissait des Tutsis au Rwanda. On doit le faire aujourd'hui par les Palestiniens. Il faudra probablement un tribunal pénal international sur la question du génocide palestinien. Entre-temps, il nous appartient de faire front avec la société civile, aujourd'hui active dans les universités, dans les ONG, dans les syndicats.
Il nous faut obtenir que nos gouvernements et l'Union européenne prennent les sanctions indispensables à l'égard d'Israël. Pour y arriver, il n'y a qu'une seule voie, à mon sens, suivant la leçon de la lutte en Afrique du Sud, c'est le boycott. C'est la principale aide que nous avons pu apporter à la lutte de l'ANC contre l'apartheid. Aujourd'hui, le boycott devient l'instrument essentiel de la lutte que nous pouvons mener pour soutenir le peuple palestinien génocidé par l'État israélien, mené par M. Netanyahou. Cela doit être coordonné au niveau de toute l'Europe. Sinon, nous n'aurons pas de poids suffisant vis-à-vis d'un Parlement européen qui a tendance à aller de plus en plus à droite, d'une Commission européenne dirigée par Mme von der Leyen et une représentante pour les relations extérieures de l'UE. Toutes deux acharnées anti-russes, pro-guerre et pro-OTAN. Il nous faut donc créer un vaste mouvement pour faire entendre la voix des peuples d'Europe qui ne se partagent pas la dérive de nos dirigeants sous la conduite de Mme von der Leyen et de l'OTAN. Et donc, dernière question. Dernièrement, à la suite d'une réunion à Doha, un appel a été lancé pour la reconstitution de l'Organisation de libération de la Palestine. Qu'en pensez-vous? Pierre Galland. Cette question est posée aujourd'hui en Palestine et dans la diaspora parce que l'OLP était une organisation exemplaire. Elle réunissait les Palestiniens des territoires occupés, d'Israël et du monde entier. Quand l'OLP se réunissait à Alger dans les années 1980, c'est tout le monde qui était représenté. La duperie de l'Occident, suite aux accords d'Oslo en septembre 1993, fut de mettre en place un proto-État avec une, entre guillemets, autorité palestinienne, sans réelle autorité. On avait divisé le territoire en zones A, B et C, plus ou moins contrôlées par Israël. On a détruit l'OLP et assassiné Yasser Arafat. Aujourd'hui, les gens sont prêts pour qu'elle se recrée. Le Hamas avait même suggéré qu'après de futures élections, le nouveau président soit un représentant du Fatah, Marwan Barghouti, en prison depuis 2002. Le FPLP, le FDLP, le Hamas sont décrétés organisations terroristes par les Occidentaux, mais pas pour les Palestiniens ni par le reste du monde. L'OLP est l'avenir de la Palestine. Une organisation de libération palestinienne qui s'appelle OLP ou autre chose doit être un mouvement de tous les Palestiniens pour le respect de leurs droits. Donc je pense que la meilleure façon d'aider les Palestiniens, c'est d'exiger des sanctions sévères contre Israël dans tous les secteurs. Il nous faut imposer le respect du droit fondamental à l'autodétermination du peuple palestinien. Autodétermination qui avait bien été précisée par le tribunal Russell sur la Palestine et qui est aujourd'hui très clairement l'objectif que poursuit le BDS. Le boycott a été exemplaire dans la lutte contre l'apartheid. Il est essentiel dans la lutte contre Israël, puissance occupante et génocidaire de la Palestine. C'est une obligation et c'est ce qui nous permettra d'obtenir que la communauté internationale remplisse ses obligations à l'égard du peuple palestinien. Donc ce sont des propos de Pierre Galland que j'ai présenté tout à l'heure, propos recueillis par Michel Gaudichaud pour l'Idée Libre et qui est donc l'un des articles publiés dans ce dernier numéro de l'Idée Libre où bien sûr vous pourrez retrouver de nombreux autres articles sur la Belgique, comme par exemple un article sur la béatification du roi Baudouin, c'était effectivement une question importante, et donc d'autres articles comme par exemple athéisme, libre pensée et questions sociales, etc. etc. Voilà, donc vous pouvez bien sûr vous procurer ce numéro de l'Idée Libre auprès des militants du groupe Fred Zeller ou se le procurant auprès de la Fédération nationale sur le site de la FNLP, fnlp.fr, ou le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Je vous donne maintenant rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive